J'ai tourné 4 films avec Mocky, je crois que c'est vraiment le summum. Le roman À mort l'arbitre d'Alfred Draper est publié en 1973 aux éditions Gallimard, dans leur collection Série Noire. Vous savez, celle qui fut dirigée par Marcel Duhamel, dont nous vous avions parlé la dernière fois. Alfred Draper est un ancien journaliste britannique, dont le premier roman, Mémoire d'un oiseau rare, a également été publié dans la Série Noire de Gallimard. Alfred Draper a écrit plus d'une dizaine de romans, mais hormis un roman historique sur la Seconde Guerre mondiale, ses autres ouvrages ne sortiront pas en France. Malheureusement, n'étant plus édités aujourd'hui, il faut se tourner vers les livres d'occasion si vous souhaitez lire Alfred Draper. En 1984, le réalisateur prolifique Jean-Pierre Mocky réalise le film À mort l'arbitre avec Michel Serrault, Eddie Mitchell, Carole Laure et Jean-Pierre Mocky lui-même. Le film n'attire pas les foules, avec moins de 500 000 entrées. Néanmoins, il connaîtra une seconde vie grâce à sa sortie en Blu-ray il y a 1 an. Comment est-ce que le roman de Draper, qui dresse le portrait critique d'une jeunesse anglaise errante et paumée, dénonçant le caractère raciste d'une société atteinte à tous les niveaux, a-t-il pu être transformé en un film d'action, un survival haletant, relevant de la tragédie franchouillarde ? Allez, à la bouffe ! Bienvenue dans l'adaptation. Le livre À mort l'arbitre, ou The Death Penalty en VO, raconte l'histoire de Ben, leader d'une bande de jeunes supporters du club de leur petite ville. Ben et sa bande vont soutenir leur équipe lors d'un match de coupe, mais l'arbitre siffle un penalty qui signe la défaite du club. Pour se venger, Ben décide alors de monter un guet-apens et de s'attaquer à l'arbitre. Mais les choses dérapent et l'arbitre meurt sous les coups des supporters. Pour se couvrir, Ben et sa petite amie fomentent des alibis de toutes pièces et feront en sorte que les indices incriminent Caleb, le jeune homme noir de la bande. La justice n'aura aucun mal à aller dans ce sens, bien au contraire. Le livre suit tour à tour les points de vue de Ben, de l'arbitre, de Caleb et des policiers chargés de l'enquête. Le titre original, Death Penalty, a une double signification, évoquant à la fois le penalty sur le terrain de foot, qui va mettre en jeu la vie de l'arbitre, et le terme Death Penalty, qui veut dire peine de mort en français. Ce qui est intéressant, c'est que le premier roman de Draper, Mémoire d'un oiseau rare, est justement un plaidoyer contre la peine de mort. Là aussi, il se montrait critique envers la société et le système judiciaire anglais, qu'il accusait de racisme et dont il dénonçait déjà les failles. Pour l'adaptation, Jean-Pierre Mocky et son co-scénariste Jacques Dreux, avec lequel il signera 3 films, ces 2 aspects passent au second plan. Ce qui intéresse les 2 scénaristes, c'est avant tout la violence inhérente à l'être humain et l'effet de masse. Ce n'est pas un film contre le sport, mais les violences qui ont pu avoir lieu dans les stades ont inspiré Mocky. Ça ne vous fatigue pas trop de souffler là-dedans ? Moi je peux souffler toute la nuit, tordu. Jean-Pierre Mocky, un cinéaste que nous n'avions pas encore évoqué sur la chaîne. Alors voici quelques mots sur l'homme aux plus de 60 films. Il a débuté sa carrière en tant qu'acteur et assistant réalisateur, avant de mettre en scène ses propres films, ce qu'il a fait de 1959 à 2019. Il est extrêmement prolifique, et il tourne très vite. C'est un inconditionnel de la série noire, dont il a adapté plusieurs romans. Il a un goût prononcé pour la courte focale et les sales tronches, un style pas si éloigné de Jean-Pierre Jeunet. Ce n'est pas un amateur de réalisme, il aime distordre et déformer les choses, faire de ces lieux des personnages à part entière, souvent empreints de fantastique, comme dans Le Litan par exemple, et transformer ses acteurs comme lorsqu'il a fait de Deneuve une vieille fille, dans Agent Trouble. Mais contrairement à Jeunet, Mocky va à l'essentiel. Il ne cherche pas le symbolisme, son cinéma est frontal, viscéral, et même s'il peut être bourré de références, ce n'est pas un cinéma intellectuel. Certains lui ont reproché son manque de finesse, mais c'est justement sa sincérité, voire sa férocité, qui ont fait de son cinéma un cinéma engagé. Personne n'était épargné, du haut en bas de l'échelle sociale. Sa vocation a toujours été de faire un cinéma populaire, malgré son goût pour la provocation, avec des films qui se voulaient être le reflet de leur époque comme Solo ou L'Albatros, et comme ici, avec À mort l'arbitre. Un film tristement visionnaire puisque, peu de temps après, surviendra le drame du Heysel qui coûtera la vie à 39 personnes. Il y a tout de même 2 choses qui le rendent unique. La première, c'est que même s'il a fait tourner beaucoup de grands noms du cinéma français dans ses films, Mocky a toujours été un marginal. Plus tard dans sa carrière, pour assurer la sortie de ses films, il a acquis une salle de cinéma, ce qui lui a donné une indépendance qu'il ne s'est jamais privé de vanter, malgré les difficultés que cela implique. La deuxième, c'est que Mocky ne s'embêtait pas avec la prise de son sur ses tournages. Les dialogues étaient donc enregistrés plus tard, en studio, au moment de la post-synchronisation, ce qui naturellement s'entend. Ce choix s'explique par le fait que Mocky était un impatient notoire, mais aussi parce que, autoproduisant souvent ses films, il avait des budgets extrêmement serrés et refaire une prise coûtait trop cher. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? Premier point important concernant l'adaptation d'un point de vue strictement narratif. Admettons que,
Dans le livre, le récit de l'histoire commence à un point A pour finir à un point Z. Tout ce qui se situe entre ces deux points constitue l'intégralité de l'histoire, avec ses péripéties, son climax, son dénouement. Le film, quant à lui, adapte seulement cette courte portion de l'histoire, c'est-à-dire les 70 premières pages d'un livre de 240 pages. Il va également modifier l'unité de temps, car le film se déroule quasiment en temps réel, et dès l'incident, on passe de la comédie à la tragédie. On est témoin d'une escalade de violence dont l'issue ne peut être que fatale. En termes de fidélité narrative, l'histoire du film s'arrête longtemps avant celle du livre. Pourtant, quand le film se termine, on a bien une œuvre qui nous a raconté quelque chose. Seulement, Moki a choisi un angle d'attaque qui fait que la suite du récit, tout ce qui se trouve après la page 70, n'avait pas lieu d'être adapté. Ce choix de narration permet de développer encore plus le personnage de l'arbitre, interprété par Eddie Mitchell, et sa relation avec sa petite amie, une journaliste interprétée par Carol Lore. Souvent, les lecteurs sont déçus, car les personnages d'un roman ont perdu en profondeur dans l'adaptation cinématographique. Ici, c'est tout l'inverse. En se focalisant sur le couple, Moki a pu vraiment creuser ses personnages principaux, et comme on s'attache à eux, l'aspect tragique n'en est que plus fort. Moki adore le fait divers, aspect présent dans le film comme dans le livre. Mais là où le livre reste dans le côté chronique journalistique, jusqu'au bout, le film se débarrasse assez vite de ce ton et Moki en fait un survival, à la limite du film d'horreur, dont il citera certaines références, ce que nous verrons plus tard. Il faut voir la horde de supporters enragés traquer Eddie Mitchell pour ressentir la tension qui tient le spectateur en haleine. Ces supporters ont besoin d'un leader. Dans le livre, c'était Ben, un jeune homme anglais un peu paumé, manipulateur et violent. Un profil qu'on peut retrouver dans des purs films de genre anglais comme Harry Brown ou encore Eden Lake, dont le protagoniste est interprété par le même acteur, Jack O'Connell, qui a débuté dans la série Skins où il interprétait déjà un chav, terme utilisé au Royaume-Uni pour désigner une certaine catégorie de jeunes voyous blancs issus de la working class. Moki aime créer des personnages atypiques. Son plus marquant restera sûrement le drôle de paroissien incarné par Bourvil. Dans À mort l'arbitre, le Ben du roman devient Rico, la cinquantaine, joué par Michel Serrault, supporter depuis toujours de l'équipe locale. C'est un homme vide et médiocre, un minable. L'ardeur et la fougue qu'il éprouve lorsqu'il voit son équipe jouer lui permettent d'exister et de vibrer. Cela fait ressurgir la violence qui est en lui. Quand il voit son équipe se faire éliminer de la coupe, c'en est trop. Il va se laisser aller à ses bas instincts. Le film rend le personnage plus primitif et plus animal que dans le roman de Draper, où il réfléchissait, il planifiait tout. Dans l'adaptation de Moki, tout se passe et se vit dans l'instant présent. Avec sa corne de brume, il va guider la horde de supporters tels des zombies. Le thème du mort-vivant a déjà été évoqué par Moki dans Le lit temps, sorti en 1982. De manière similaire à Coup de torchon, À mort l'arbitre montre la laideur et la cruauté de l'homme. Michel Serrault est affreux, sale, bête et méchant. T'as pas pensé à ça, t'es... Non, beaucoup. Dans son ego trip, grisé par le pouvoir, il va même jusqu'à agresser l'une de ses complices. D'ailleurs, un parallèle est établi entre les pulsions primitives. Si d'un côté, la bande de supporters est dans un déchaînement d'agressivité, de son côté, dès que le couple traqué a le moindre moment de répit, Mitchell tente de sa compagne. En gros, qu'il soit violent ou non, les hommes sont des brutes. Cette brutalité est décuplée par l'effet de masse, par la pression sociale, l'influence du groupe. Pour garder leur place au sein de la bande, certains sont prêts à tout. Nous avons évoqué le terme zombie, et Jean-Pierre Mocky n'hésitera pas à citer le maître du genre en situant tout un passage du film dans un centre commercial, comme dans Zombie de George Romero, un choix qui n'est ni anodin ni innocent. Si on cherche encore la référence, cette séquence avec le personnage de Serrault, complètement aliéné et possédé, fait écho à l'accès de folie de Nicholson dans Shining. Ici, le chalumeau remplace la hache. Pour le bouquet final, l'escalade de violence a fait perdre à Serrault la dernière once d'humanité qu'il lui reste, et dans cette séquence, Mocky convoque duel de Spielberg. On pourrait faire une vidéo entière sur les décors que Mocky a utilisés dans sa filmographie, et sur sa façon de les filmer, que ça soit la cité du Littan, le canal de l'Ourcq dans l'Ibis rouge, ou tout simplement ici, dans À mort l'arbitre. Une bonne partie de son film se situe dans les bâtiments où se trouve l'appartement du couple en fuite, tourné à Noisy-le-Grand. Le style architectural de l'immeuble, le brutalisme, géométrique, tout en béton, massif et imposant, est emblématique de la démocratisation des grands ensembles et de leur nouvelle idéologie urbaine. Mocky a opté pour un autre contexte social que celui du livre. Il s'agit de montrer en partie l'urbanisation et on devine, avec le lieu où se termine la traque, dans des chantiers de construction, que l'entassement des êtres humains ne fait a priori que commencer. On retrouve le thème de la déshumanisation, déjà évoqué avec la référence aux zombies de Romero.
En filmant les immeubles en courte focale, souvent en contre-plongée, il joue avec les perspectives et montre la verticalité de la scène d'action. Dans le roman, l'action se déroulait dans une zone pavillonnaire. C'est une scénographie beaucoup plus horizontale et avec moins de potentiel qu'ici, où le lieu offre énormément de possibilités que Moki a su exploiter. À mort l'arbitre étant un polar tragique, on peut voir aussi les détours et les enchevêtrements de l'immeuble comme une sorte de jungle urbaine où les supporters sont des prédateurs qui traquent le couple comme du gibier. Et cela accentue l'ambiance surréaliste de Moki, qui lui sert à retranscrire sa vision du monde. Car Moki est aussi un cinéaste d'ambiance. Il suffit de quelques plans pour comprendre qu'on n'est pas dans un film classique. Comme ici au début, avec cette femme qui boite, en train d'égoutter ses pattes par la fenêtre, tandis que, toujours dans le même plan, par l'autre fenêtre, on voit le bus de supporters arriver, tel un gang des Warriors de Walter Hill. En jouant dans ses propres films, Moki va incarner la bizarrerie et l'absurdité de son univers. Ici, il joue le policier chargé de retrouver l'arbitre pour le mettre à l'abri. Il est largué tout le long du film. Il a toujours un train de retard et il joue une figure complètement anachronique de flic, clope au bec et gabardine, crachant sur le monde qui l'entoure. Vous venez pas voir le match? Ah, sûrement pas, je reste là, moi. C'est ça, laissez-moi au milieu des fauves et vous restez à picoler. Car le cinéma de Moki, c'est aussi ça, se moquer des élites et des institutions, comme dans Le Témoin. Un mot sur la fin du film. D'après Eddie Mitchell, ils ont tourné une première fin, où son personnage survivait et tuait celui de Serrault. Raymond Danon, le producteur, a par la suite convoqué Mitchell, Moki et Serrault, car Serrault avait exprimé le souhait que son personnage ne meure plus. Ils ont alors tourné la fin actuelle, ce final, ambitieux, nihiliste, à la fois drôle et tragique, tant la folie de Serrault envahit l'écran. Caprice de star ou pas, au final, cela sert le film et va dans le sens du cynisme voulu par son réalisateur. Moteur! Oh putain, moteur! C'est un cinéma en totale liberté, jouissif et grossier, sauvage et irrévérencieux, à l'image de son réalisateur, anarchiste et libertaire, cachant une âme sensible et cultivée. Il faut regarder À mort l'arbitre de Jean-Pierre Mocky, car derrière la parabole sociétale et la farce satirique, il n'oublie pas le plaisir initial du spectateur, être embarqué par un univers à part. Car le cinéma, C'est comme l'amour. il faut s'abandonner à ce qui nous est montré.